Air de repos est un balado bienveillant et réconfortant, un espace où des psychologues prennent le temps de nous donner des conseils pour nous apaiser durant cette période de confinement. Mon nom est Marie-Claude Frenette, je suis l'hôte de cette tribune où l'on discute le plus en douceur possible de la préservation de notre précieuse santé mentale. Bonjour à tous ceux qui viennent de franchir l'entrée de l'ère de repos. Aujourd'hui, nous accueillons Dr Geneviève Lemelin, psychologue. La pandémie de COVID-19 l'a poussée à créer une page Facebook pour offrir des ressources psychologiques à la population. Donc, nous l'accueillons. Bonjour, Dr Lemelin. Oui, bonjour Madame Frenette. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé exactement à créer cette page? Est-ce que vous sentiez un besoin en ce moment? Oui, tout à fait. C'est vraiment au début de la crise du COVID-19, là, les gens commençaient à être arrêtés de travailler, tout ça, le confinement a commencé, les mesures de santé publique, sont descendues là du gouvernement et il y a beaucoup de gens qui étaient très déstabilisés par ça et qui étaient de retour à la maison. Moi-même, j'étais en confinement et ça m'a donné vraiment cette idée d'offrir un espace pour partager, pour offrir de l'information, trucs et conseils, pour un peu traverser finalement cette crise-là, étant donné que tout le monde est beaucoup plus isolé, c'était d'un peu d'aller vers les gens à travers le virtuel. Oui, parce qu'évidemment, cette situation-là n'est pas évidente pour tout le monde. C'est sûr, c'est navrant, puis on vit de l'inquiétude en ce moment. Mais vous, docteur Lemelin, afin de prendre soin de notre santé mentale, vous invitez les gens aussi à considérer qu'il y a peut-être des aspects positifs au confinement. Vous avez d'ailleurs publié cette citation sur votre page que je vais lire. Quand nous n'avons pas le contrôle sur l'origine de l'adversité, il vaut mieux la transformer en opportunité. Donc, comment exactement on peut transformer là, cette adversité en occasion? En fait, c'est que quand l'adversité arrive, ça nous pousse vraiment dans nos limites, ça nous sort de notre zone de confort, on peut être déstabilisé, déséquilibré et ça crée finalement un espace où on risque de se poser des questions et de remettre des choses en question dans nos vies. Ça peut nous amener à grandir, à repousser nos limites. C'est vraiment ce qu'on appelle la résilience, c'est la capacité de rebondir quand il y a un événement douloureux ou malheureux qui nous arrive. Puis quand on regarde la crise actuelle avec le COVID-19, on n'a pas beaucoup de contrôle sur ce qui se passe. Donc, c'est vraiment plus grand que nous. Et donc, c'est vraiment l'idée d'aller voir comment cette occasion-là, cet événement-là, peut peut-être nous apporter quelque chose de positif au-delà de tout ce qui est plutôt négatif finalement. Donc, c'est vraiment un changement de focus, de vraiment regarder comment on peut voir les choses finalement autrement. Puis, est-ce que, par exemple, le confinement, ça peut pas être une belle occasion, là, vraiment d'aller regarder à l'intérieur de soi, dans le fond? Oui, exactement. Je pense que quand on est coupé comme ça de l'extérieur, du travail, de la vie sociale, des divertissements, de la consommation, des magasins, bon, tout ça, mais veut pas, il faut se retourner finalement à l'intérieur et les stimuli qu'on allait chercher à l'extérieur, ils sont presque plus présents. Ils sont présents seulement à travers le virtuel actuellement ou presque. Donc, c'est comment on peut se retourner finalement à l'intérieur de nous-mêmes, pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça suscite, tout ça, à l'intérieur de notre famille aussi, donc avec nos relations plus de proximité et de voir qu'est-ce qui émerge finalement de tout ça. Est-ce qu'on est bien où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est bien avec qui on est? Est-ce que nos besoins, nos aspirations, nos désirs, nos rêves, nos projets, où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça? Est-ce qu'on est où est-ce qu'on veut être dans notre vie? Est-ce qu'à chaque jour, on pose des actions qui nous rapprochent finalement de ce qu'on veut ou non? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu la réflexion de dire c'est une pause, c'est un temps d'arrêt. Ça en soi, ça peut être un privilège parce que la vie, des fois, ça roule à un rythme assez effréné pour la majorité des familles. Là, je parle surtout des familles, mais ça concerne un peu aussi tout le monde. Puis ce temps d'arrêt-là, ça permet d'effectivement de replacer les choses en perspective parce qu'il y a une distance qui se crée avec le rythme quotidien là, d'avant finalement. Puis, d'un point de vue psychologique, là, est-ce que c'est prouvé comme les bienfaits de se poser ces questions-là? Est-ce que, on peut, avoir des données précises, là, qui nous confirment que le questionnement existentiel, là, c'est vraiment quelque chose que l'humain, peut faire pour s'aider, là?
Oui, ben ça, c'est super intéressant comme question parce qu'effectivement, ça nous ramène un peu à tout le sens de l'étude de la psychologie, en fait, qui s'attarde au comportement humain, mais vraiment à travers la compréhension des processus psychiques, des processus mentaux. L'introspection, les remises en question, c'est vraiment des activités mentales qui sont normales et qui sont liées à des besoins qui sont fondamentaux, le besoin d'être en relation, le besoin de se réaliser, le besoin d'avoir une bonne estime de soi, puis le besoin de s'accomplir. Et pour faire ça, ben il faut savoir on est qui, ce qui nous habite, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on fait, d'avoir une meilleure compréhension de soi-même, ça l'amène un bien-être, ça l'amène, une meilleure estime de soi, tout ça. Puis ça va venir, vraiment diminuer le stress et l'anxiété. Donc évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de littérature là-dessus, sur tout ce qui est, les bienfaits de l'introspection, d'une meilleure connaissance de soi. Ça aussi, c'est des concepts qui sont liés avec la résilience. Donc vraiment la capacité là de faire face aux obstacles de la vie, mais de façon saine et de façon assez positive et constructive. Est-ce qu'il y a comme des éléments biologiques à la résilience? Est-ce qu'il y en a qui pourraient dire, ben moi j'ai pas les capacités pour être résilient ou est-ce que c'est accessible à tout le monde? Il y a des facteurs personnels, effectivement, donc vraiment dans le tempérament, dans la personnalité d'un individu, mais c'est pas la seule chose qui compte dans la résilience. Il y a les facteurs personnels, mais il y a aussi les facteurs relationnels, donc qui on a côtoyé dans notre vie, les facteurs environnementaux, les facteurs sociaux. Donc c'est assez complexe là, de ce qui peut, vraiment être inclus dans ce qui va influencer la résilience. La bonne nouvelle, par exemple, c'est que ça évolue ça dans le temps et que ça se développe. Donc même quelqu'un qui aura eu peut-être un début de vie ou des ressources, qui fait que la résilience s'est pas spontanément développée, mais c'est quelque chose qui se cultive et ce qui se développe, à travers le temps pour vraiment arriver à une meilleure adaptabilité là, dans sa propre vie et beh, à ce moment-là, on va vraiment aller regarder différents concepts, par exemple la mentalisation, donc vraiment la capacité justement à comprendre ses états mentaux, à comprendre pourquoi on sent ce qu'on sent, pourquoi on pense ce qu'on pense. Ça permet aussi une meilleure régulation émotionnelle. La résilience est aussi, liée avec une façon plus positive de voir la vie. Donc plus de bienveillance, plus d'ouverture, plus de tolérance. Il y en a pour qui c'est beaucoup plus facile, que ça fait partie de leur tempérament et d'autres pour qui ils vont avoir besoin d'aller développer ces outils-là, vraiment dans le but de développer cette résilience-là. OK. Ben, je m'en allais vous demander, des exercices concrets, pardon, pour, effectuer une bonne introspection, mais peut-être aussi vous pouvez me donner des exercices concrets pour, développer sa capacité à la résilience, peut-être faire, un volet 1 et un volet 2. Oui, ben certainement. Beh, en termes d'exercice, c'est sûr que les questions qu'on peut se poser, par exemple, est-ce que je suis où je veux être dans ma vie exactement? Un peu ce que je disais tantôt. Est-ce que, dans chaque sphère de ma vie, la sphère personnelle, la sphère professionnelle, la sphère sociale, la sphère, plus au niveau des relations intimes, est-ce que c'est des sphères qui me satisfont? Est-ce que je suis bien là-dedans? Et si on identifie des insatisfactions ou des déceptions ou des zones qui sont pas tout à fait, conformes à ce qu'on voudrait, ben là, à ce moment-là, il faut aller identifier qu'est-ce qui se passe là-dedans et comment on peut finalement, aller un peu plus vers, ce qui pourrait nous rendre plus heureux. On parle d'un peu ça, le bien-être, à être heureux, tout ça, c'est un peu à ce que tout le monde aspire un peu à être heureux finalement. Mmh. Et donc, c'est de se poser ces questions-là, de se connecter aussi à qu'est-ce que c'est nos besoins fondamentaux, nos besoins, nos aspirations, d'être capable de se projeter. Et puis ça, c'est quelque chose qui peut se faire, ben, concrètement, évidemment, en pensée, mentalement, tout ça. Mais, il y a toutes sortes d'autres façons, par exemple, à l'écriture, comme actuellement dans le confinement, ben, les gens ont peut-être un peu plus de temps justement pour écrire, faire un bilan, regarder un peu ce qui se passe, à ce point-ci dans leur vie. Il y en a qui vont avoir envie de travailler, par exemple, avec des images, avec, pour un peu, visualiser où est-ce qu'ils en sont puis qu'est-ce qu'ils veulent. Ça peut être en discutant avec, notre entourage ou en discutant avec des professionnels, en faisant des lectures de développement personnel, là, ça suscite encore là des réflexions, des questions qui peuvent amener l'individu à grandir puis à aller un peu vers, une meilleure résilience, justement, un meilleur bien-être parce que ça ouvre l'esprit de se poser ces questions-là
Et Mmh. en général, quand on comprend mieux ce qui se passe, autant dans notre environnement qu'en dedans de nous-mêmes, bien, à ce moment-là, ça calme et le stress va diminuer Ah ouais. et on risque d'être dans le mieux-être. Votre réponse m'amène à plusieurs questions, mais tout d'abord, vous parlez de se projeter. C'est drôle, j'étais dans l'impression, que des fois se projeter dans le futur, tu sais, c'est ça qui pouvait aussi, augmenter, notre anxiété. Comment trouver l'équilibre entre, se projeter dans le futur sainement et trop se projeter dans le futur, par exemple? Ah oui, tout à fait. Ah, ça, c'est très intéressant comme nuance. Mais en fait, il y a se projeter dans le futur dans toutes sortes de scénarios anxiogènes. Ça, à ce moment-là, effectivement, l'anxiété, le stress risque d'augmenter. Quand on se demande toujours qu'est-ce qui va arriver, qu'on essaie de tout planifier, qu'on essaie de contrôler, à ce moment-là, on est plus dans des pensées anxieuses. Et généralement, quand, on dit que notre cerveau se met à spinner, là, il y en a qui vont parler du petit hamster qui arrête pas, Oui. ben là, à ce moment-là, il faut se ramener un peu plus dans le moment présent. Mais quand c'est des pensées qui sont liées à des aspirations, à des rêves ou à des buts et que c'est pas anxiogène, que c'est plutôt mobilisateur et qu'on a le sentiment d'avoir le contrôle sur notre vie et de poser des actions qui vont nous mener vers ces rêves, ces aspirations, et cetera, bien là, à ce moment-là, c'est pas anxiogène, c'est pas des pensées qui sont anxiogènes, c'est plutôt des pensées qui sont constructives et mobilisatrices. Alors là, à ce moment-là, on n'a pas besoin nécessairement de les, heu, de les contrôler, de les réorienter, parce qu'elles sont saines et elles sont pas source de souffrance. C'est OK, peut-être plus donc ça la même en nuance. conf oui, pardon, allez-y. Non, non, allez-y, ben, vous j'imagine que vous me demandez même en confinement, est-ce qu'il y a pas un moment Oui, où on exact. pense trop finalement? C'était ça ma question. Ben, ça dépend, ben, c'est ça, c'est très personnel et ça change d'un individu à l'autre et ça change d'une période de vie à l'autre. Évidemment, on est dans un contexte très particulier en ce moment qui pousse la réflexion parce que la majorité du monde, la très grande majorité du monde perdent leur point de repère en ce moment. Autant ceux qui sont en confinement que ceux qui vont au travail et ceux qui vont au travail, c'est les services essentiels, donc sont confrontés à toutes sortes d'autres enjeux. Donc, la majorité d'entre nous, on a perdu certains points de repère. Ce qui fait que ça amène des réflexions. Et ces réflexions-là, si elles sont pas bien régulées ou pas bien maîtrisées, ça peut partir dans tous les sens. Et c'est là que ça devient envahissant ou anxieux ou souffrant ou douloureux. Et là, à ce moment-là, il faut vraiment prendre plus de mesures pour se calmer, se recentrer et un peu réguler le flot de ces pensées-là. C'est sûr que ça, c'est beaucoup plus difficile pour, les gens qui sont en situation précaire financièrement, qui sont isolés, qui étaient déjà vulnérables avant la crise. À ce moment-là, ça risque d'être beaucoup plus difficile de se mobiliser dans des pensées qui sont constructives, tout ça. Ça va être un défi de plus parce qu'ils risquent d'avoir plus de détresse et d'avoir plus de souffrance. Est-ce qu'on peut pas revenir à ce moment-là, sur la question de quels sont les exercices pour développer sa résilience plutôt, tu sais, dans des situations vraiment plus difficiles? On veut pas lancer le message aux gens là, que s'ils vivent des situations difficiles, ils sont pas corrects d'avoir de la difficulté là, à passer par-dessus, mais peut-être qu'on peut avoir des trucs pour ces personnes-là pour justement là, développer leur capacité à passer au travers. Oui, tout à fait. Puis c'est vrai que c'est important de ne pas avoir un discours purement positif et ça envoie de ne pas envoyer le message de ben vous avez rien qu'à penser positif, tout va bien Oui. aller. C'est pas ça du tout, parce que là, à ce moment-là, on serait en déni de la réalité. L'idée, c'est plus d'avoir un positivisme qui est réaliste, c'est-à-dire on est dans une situation critique. Il y a plusieurs choses qui arrivent, qui ont un impact majeur sur plein de personnes. Ça peut susciter de la souffrance, de la détresse. Et si cette souffrance-là, cette détresse-là psychologique, elle devient, trop envahissante, qu'on n'est pas capable de la calmer par soi-même, parce que dans la réalité, il y a vraiment un contexte, qui met un peu à mal certaines personnes dépendamment de leur situation. Et quand ça devient comme ça un peu trop, envahissant et que les difficultés dans la réalité sont bien présentes et qu'elles sont préoccupantes, c'est là où, à ce moment-là, il faut aller chercher de l'aide, que ça soit, d'en parler à l'entourage, d'aller vers son réseau social ou, vraiment d'aller dans des, références, professionnelles, là, de consulter finalement des professionnels pour avoir du support, là, dans tout ça. Ouais, tout à fait. Puis, si on revient, à la question là, de tout de même trouver les belles occasions, à travers,
la situation navrante que l'on vit. On a parlé d'introspection, tu sais, de peut-être en profiter pour faire un moment de questionnement existentiel sur sa vie. Est-ce que c'est nécessaire pour tout le monde de se poser ce genre de questions-là? Est-ce que peut-être justement ça pourrait pas demander trop aux gens en ce moment-là? Est-ce que peut-être qu'il y en a qui en ont pas besoin de ça? Tout à fait, c'est certain qu'il y en a qui ressentent peut-être pas ce besoin-là, et c'est pas nécessaire de le faire, pas du tout. À partir du moment où les gens ils vivent bien avec ça, qu'ils ont pas de malaise et que les questions ne viennent pas naturellement, on va pas nécessairement les forcer. C'est pas nécessaire. C'est juste qu'en ce moment, avec le contexte, planétaire qui se passe, ben ça crée un momentum qui, par la force des choses, va amener la plupart des gens à naturellement se poser ces questions-là et de re-questionner leur mode de vie. Parce que les points de repère ont majoritairement été vraiment ébranlés là, au plan de vue planétaire. Donc, il y en a peut-être qui vont faire une petite remise en question, ils vont s'adapter à la situation et ça va être bien suffisant. Ils sont dans le bien-être, ils n'ont pas besoin d'aller plus loin. Donc ça, c'est pas, on n'a pas à forcer ça. C'est pas une tâche ou un devoir qu'on a à faire. C'est plus un processus normal où on s'attend à ce que il y a bien des personnes qui aient ces questionnements-là qui émergent en dedans d'eux. Au niveau du temps, par exemple, de prendre ce temps-là, mais comme je disais tantôt, si ça devient trop envahissant, vaut mieux peut-être se fixer des temps dans la journée, dans la semaine, où on prend ce temps de faire ces réflexions-là, puis d'autres temps où on pense complètement à autre chose, on s'amuse, on se divertit, on change les idées. Il ne faut pas être trop longtemps là-dedans. Généralement, un petit moment le matin, un petit moment le soir, que ce soit en pleine conscience, en méditation, en lecture, en discussion avec des personnes proches de nous, ça peut être suffisant, là. On n'a pas besoin de réserver des longues plages pour ça. Au contraire, il faut surtout en ce moment se divertir et se changer les idées aussi de toutes sortes de façons. Est-ce qu'il peut y avoir des signes comme quoi justement on est peut-être allé trop loin, puis là on a fait le tour de se poser des questions, là, faudrait sortir, prendre une marche ou aller jouer avec les enfants, je sais pas là. Effectivement, ça c'est clair. Quand ça se met à tourner en rond, quand on revient tout le temps au même point, quand c'est anxiogène, quand on n'est plus bien avec ça, c'est le temps de faire une pause et d'aller faire d'autres choses, effectivement. Si on a le sentiment que les choses ne sont pas réglées, on y reviendra. On peut même se donner rendez-vous à nous-mêmes, de dire je vais y repenser demain à telle heure, mais en ce moment, je prends une pause de mes pensées et je vais vraiment faire d'autres choses. Et ça, c'est sain de faire ça parce qu'on vient mettre un espace-temps pour y réfléchir, mais on fait aussi se donner de l'espace pour faire autre chose, pour pas toujours être dans des pensées, un peu trop intenses, là. Ouais, on revient toujours à la question de l'équilibre dans le fond. Exactement, tout à fait. Bon, écoutez, docteur Lemelin, voici le temps de notre interlude de l'émission où on prend une pause d'environ 1 minute pour écouter une musique, une suggestion de musique que vous nous avez offerte qui vous relaxe, vous détend. Alors, vous pouvez peut-être me dire ce que vous m'avez suggéré comme type de musique et me dire pourquoi vous, ça vous fait du bien. Oui, ben, c'est une musique, c'est des musiques, plus calmes, mais avec un petit côté électro, un petit côté lounge, ça me rappelle, la musique qu'on peut écouter quand on fait du yoga. Moi, j'adore le yoga, ça me relaxe. Donc ouais, ça a été mon choix, là, je trouve que ça amène aussi une belle façon de susciter la concentration puis le retour vers soi, dans mon cas. Mmh. Bon, fait parfait. On va aller écouter ça. Les auditeurs, vous pouvez avancer, si vous voulez, la piste musicale, mais moi, je vous conseille de vraiment prendre le temps. Je pense à ceux qui font du télétravail ou qui ont une famille, justement, à laquelle ils doivent porter attention. Donc, peut-être prendre cette minute-là vraiment pour relaxer, pour faire une méditation, là, si jamais c'est pas votre style de musique, mais je peux vous assurer que ça va faire du bien. Donc, on écoute ça.
Bon, alors nous sommes de retour après cette interlude musicale. J'espère que ça vous a fait du bien. On poursuit l'entrevue avec Dr Geneviève Lemelin, psychologue. Rebonjour Geneviève. Bonjour Madame Frenette. Donc, en fait, je me demandais aussi, on a beaucoup parlé d'introspection dans la première partie de l'épisode, mais est-ce qu'il y a d'autres belles occasions à saisir là, devant cette adversité qu'est la pandémie que nous vivons actuellement? Oui, exactement. Mais pour ceux qui ont plus de temps ou qui sont plus à la maison, en fait, être à la maison ne veut pas dire avoir plus de temps, je rectifie. Ouais. Mais ça veut dire être confiné dans un espace restreint et en fait, ça risque de susciter plus de créativité et effectivement, c'est bon d'aller un peu vers ça, de comment utiliser le temps autrement, en créant, en lisant, en apprenant des nouvelles choses, en essayant de faire des choses qui nous inspirent, qui nous font sentir bien. Donc, d'essayer d'utiliser ce temps-là pour faire des choses qu'on peut-être on n'avait pas le temps de faire avant ou qu'on n'avait pas nécessairement besoin de prendre le temps parce qu'on était dans toutes sortes d'autres activités qui étaient vraiment centrées sur le monde extérieur, parce que c'était ça, on avait accès à tout ça, ce qui n'est plus le cas pour un moment précis qui est actuellement. Donc oui, effectivement. Donc de prendre le temps de reconnecter vraiment avec les gens proches de nous, que ce soit les gens qui habitent avec nous dans le même foyer ou d'autres gens de qui on est près, mais qui habitent ailleurs, à travers le virtuel. C'est fantastique le virtuel parce qu'on peut vraiment Mmh. connecter avec nos familles, nos amis, même s'ils ne sont pas dans la même maison, même si on ne peut pas les voir physiquement. Donc de Ouais. reconnecter, mais à un autre niveau aussi. Je pense aussi avec les enfants, de prendre le temps de mieux les connaître, mais d'une autre façon, parce qu'on a plus de temps de faire des jeux, d'apprendre des nouvelles choses. Donc oui, c'est toutes sortes de belles occasions qu'on peut utiliser avec le temps qu'on a en ce moment. Est-ce que vous voyez que c'est une préoccupation si on parle de avant, le confinement chez les gens justement d'avoir plus de temps? Est-ce que c'est quelque chose que les patients ou les clients, vous disaient, qu'ils avaient besoin du temps? Puis, vous vous rendiez compte que c'est peut-être pour ça qu'il y avait des problèmes psychologiques parce qu'ils laissaient pas assez d'espace là à toutes ces activités un peu plus, relaxantes et ressourçantes? Oui, c'est vrai que ça peut arriver effectivement, le rythme de vie est souvent effréné. En même temps, ici, je suis pas certaine que les gens ont tant que ça plus de temps, mais c'est juste que Ouais. le temps, il est utilisé différemment. Mmh. Et donc, il faut créer des espaces-temps de bien-être qui sont pas les mêmes qu'avant. Et comme il Ouais. y a un confinement et qu'on est pris à l'intérieur, ben je crois que la création de ces espaces-là devient encore plus importante qu'avant. Parce qu'avant, on pouvait aller travailler, on pouvait sortir faire du sport, on pouvait aller se divertir, on pouvait aller magasiner. Là, c'est plus possible. Donc, les moments qu'on a pour nous, pour s'évader, pour se ressourcer, sont plus du tout les mêmes qu'avant, finalement. Donc, c'est ça, cet espace-là pour recréer ces moments-là. Puis Ouais. effectivement, les gens qui vivent plus de détresse, qui consultent tout ça, c'est vrai, c'est quelque chose qui ressort beaucoup, de prendre du temps pour soi. C'est un peu de ça qu'il est question finalement. Ouais, vous faites bien de le souligner parce qu'il y a tout aussi les travailleurs là, qui continuent de devoir sortir de la maison pour, accomplir là, leurs services essentiels. Par exemple, les travailleurs de la santé, justement, comment eux là, peuvent, voir ça comme une occasion, ce temps de confinement aussi? Est-ce que c'est un peu la même chose, quand ils arrivent à la maison, garder une petite bulle pour eux? Oui, je pense que c'est d'autant plus important pour eux parce que là, ceux qui sont dans les services essentiels sont dans un tout autre contexte où la plupart sont en mode un peu presque survie. Surtout les soignants de la santé, eux, ils ont cette préoccupation-là de plus d'être plus à risque que d'autres au niveau de la contagion, au niveau de leur santé. Donc, il y a une préoccupation réelle sur leur santé physique. Donc, leur stress est probablement beaucoup plus important que les gens qui sont à la maison. D'où l'importance de vraiment se créer ces espaces-là quand ils reviennent à la maison, des petites bulles de bien-être, des petites bulles de ressourcement, des petites bulles où prendre soin de soi devient vraiment nécessaire pour passer à travers ça. Parce que la plupart des gens qui sont actuellement encore au travail, qui sortent de la maison pour aller travailler, ils prennent soin des autres, que ce soit les Mmh. soignants, que ce soit les intervenants, que ce soit les gens à l'épicerie, que ce soit les employés de soutien, bon, et cetera. Ils sont au service de l'autre.
Donc c'est vraiment important aussi pour ces gens-là que, de retour à la maison, ils se créent des petits moments là, vraiment Ouais. dont on prend soin de soi, effectivement. Puis, si je nous ramène, à la science, parce que des fois, je trouve que c'est intéressant de comprendre le pourquoi, tu sais, quand justement on est vraiment encore occupé, puis là, tu es comme: «Ben là, pourquoi je prendrais, heu, 1 heure pour moi, là, j'ai tellement de choses à faire, j'ai d j'ai d'autres chats à fouetter». Peut-être nous rappeler comment la science, nous prouve, là, que trouver ces occasions-là, puis devenir résilient, là, c'est bénéfique pour nous, dans un contexte de trauma. Oui, tout à fait. Ben, je pense qu'actuellement, on peut dire qu'on est dans un contexte potentiellement traumatique pour plein de Ouais. personnes, à cause de la crise actuelle qui est un trauma. Mais ce que la littérature nous dit aussi sur les traumas, c'est que, c'est beaucoup l'expérience du traumatisme qui va déterminer le niveau de souffrance par après, pas nécessairement juste la nature du traumatisme lui-même. Donc c'est vraiment l'expérience qu'on en fait, l'expérience subjective qu'on en fait. Donc la façon dont on perçoit, dont on comprend et dont on intègre cet événement-là. C'est pour ça que je trouve que j'avais insisté, puis j'avais mis cette citation-là, sur mon site, où l'importance de transformer l'expérience en quelque chose de positif ou de constructif, justement pour pas rester dans le trauma, et d'aller un peu plus vers la résilience. Ça, c'est bon pour la santé mentale actuelle, donc pendant qu'on traverse le trauma, mais aussi après, pour pas rester Mmh. avec des problématiques post-traumatiques. Donc, Ouais, donc si on transforme ça en quelque chose de constructif, on peut être pas trop dramatisé en sortant de là. oui, c'est ça, parce que ça permet de contrer aussi toute l'impuissance que ça suscite, des contextes comme celui-là et l'impuissance, c'est source de souffrance aussi. Donc en se donnant vraiment le pouvoir d'agir sur notre perception, sur notre expérience subjective, bien là, on devient proactif, puis un peu plus maître de ses émotions. Alors, ça permet effectivement d'éviter d'être dans des problématiques un peu plus graves après. Mmh. Très intéressant. Je vous ramène aussi au contenu de votre page Facebook. J'ai vu que parmi les conseils que vous promulguez aux gens, vous leur dites que pour prendre soin d'eux en ce moment, on peut se reconnecter à ses croyances religieuses ou spirituelles. Donc, en quoi cela peut être efficace, pour notre santé mentale, de se reconnecter à des croyances religieuses ou spirituelles? Ben, en fait, l'idée, c'est que d'essayer de voir si on peut trouver un sens à ce qui se passe. Des fois, il y en a pas, mais on peut, de façon très personnelle, à travers nos croyances, essayer d'y trouver un sens pour nous-mêmes, même si on sait, que c'est subjectif. Parce qu'il y a beaucoup de points de repère, comme je disais tantôt, qui sont ébranlés. Puis les croyances, qu'elles soient spirituelles ou religieuses et peu importe c'est quel type de croyance, mais c'est des points de repère internes qu'on a. Donc, ça peut être intéressant d'aller, les solliciter, juste pour se rassurer, pour se faire du bien et pour essayer de faire un sens, effectivement. Ouais. Donc, la psychologie se positionne pas en tant que telle, là, sur la religion, la spiritualité. Elle dit pas que c'est quelque chose de nécessairement nuisible, là. Ça peut même être quelque chose, de positif, d'avoir quelque chose de solide où on peut, comme vous dites, plus grand que soi, auquel se rattacher. Oui, 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 exactement. En fait, la psychologie reconnaît l'importance des croyances, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient spirituelles, et tout, ce qui concerne la culture ethnique, la culture religieuse. La psychologie reconnaît l'importance de ça comme un besoin fondamental de l'être humain, de se rattacher à quelque chose. Donc oui, ça, c'est important d'aller chercher ça et il y a des gens qui ont des systèmes de croyances beaucoup plus forts, beaucoup plus présents et actifs dans leur vie. D'autres, non. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est correct aussi. Les 2 sont corrects. C'est juste d'aller chercher les ressources internes de la personne et le système de croyance fait partie des ressources internes. Vous l'avez mentionné un peu, mais justement, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, les personnes qui se considèrent plutôt comme athées, n'ayant pas de croyances, religieuses nécessairement, pour s'aider là-dedans? À quoi elles se rattachent dans ce cas-là? Mais à ce moment-là, les croyances peuvent être autres que religieuses. C'est-à-dire que la spiritualité, ça peut être assez large, hein, et ça peut être tout simplement de trouver un sens à soi et à sa vie, à ce qui se passe. Donc, plutôt que d'utiliser les termes spiritualité ou croyances religieuses, on peut utiliser le terme de philosophie de vie, par exemple, ou c'est tout ce qui peut donner un sens à la vie et à soi-même.
Donc effectivement que ça peut être complètement en dehors de la religion et d'être tous avoir les mêmes bienfaits, en fait. Ouais. J'ajouterais aussi, c'est peut-être pas le temps de se juger dans ses croyances ou celles des autres en ce moment, juste prendre les outils qui peuvent être bons pour notre santé mentale, c'est l'essentiel, j'imagine. Ah oui, exactement, très bien dit. Bon, à ce moment-ci de l'émission, on va en profiter pour prendre juste un moment pour dire, qu'on est conscient qu'il y a des gens qui vivent des situations, plus difficiles, de détresse ou de violence ou qui ont perdu leur emploi. Écoutez, il y a plusieurs situations possibles différentes. Dans ces moments-là, c'est peut-être pas toujours évident là, de penser aux belles occasions. Donc, docteur Lemelin, peut-être rappeler les ressources qui sont disponibles pour ces gens-là. Moi, je vais les mettre plus en détail là, dans la page descriptive de la balado. Donc, les gens qui veulent aller là, les prendre en note pourront le faire, mais peut-être vous nous dire quelles sont ces ressources. Oui, tout à fait. Bien, en fait, il y a la ressource du 811 où on peut aller, vraiment choisir l'option volet psychosocial. Il y a les CLSC de votre quartier. Pour des situations vraiment plus urgentes, ça c'est, quand on est vraiment inquiet pour la santé de quelqu'un ou la sécurité, il y a l'hôpital, évidemment, les urgences, ce qu'on cherche un peu à éviter en ce moment. Donc c'est vraiment à garder pour les urgences. Le site de Suicide Action Montréal, qui est une très, très bonne ressource. Le site de l'Ordre des psychologues du Québec, si on a besoin de consulter un psychologue dans notre région. Il y a le site de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux également. Pour les jeunes, bien, il y a plus les lignes téléphoniques comme Jeunesse J'écoute, Tel Jeune. Il y a la ligne parents qui peut donner du support aux parents. La DPJ de chaque région. En ce moment, on sait que le risque de maltraitance augmente dans les familles, donc c'est vraiment important que si on a des doutes, on appelle sans hésiter là, si on a des doutes pour la sécurité ou le développement d'un enfant, là. Parfait. Merci beaucoup, d'avoir ajouté ces ressources essentielles. Je souhaite conclure les épisodes avec peut-être une dose d'espoir et de réconfort, pour tous ceux qui nous écoutent et étant certaine qu'ayant rencontré de nombreux patients ou clients, vous êtes bien placés là, pour témoigner de comment l'adversité apporte aussi son lot de bienfaits. Donc, je vous laisse le mot de la fin à cet effet. Oui, merci madame Frenette. Ben, en fait, j'ai envie juste de dire que ce que je souhaite, c'est que la plupart d'entre nous, on puisse vraiment transformer cette crise-là, puis passer de la crise à la croissance personnelle. Donc d'émerger plutôt que d'être submergé et que la rupture que ça a créée dans notre rythme de vie puisse faire place finalement à de l'ouverture, que ce soit individuel ou collectif, et que les gens puissent retenir qu'en fait, ils sont acteurs et créateurs, dans leur vie. Même si, des événements comme ça, qui sont hors de notre contrôle arrivent, on peut quand même agir là-dessus, et d'être créateur finalement de notre expérience subjective pour pas se laisser envahir ou se laisser submerger, par ce qui se passe. Donc vraiment d'aller, se délimiter des zones de contrôle, pour vraiment favoriser notre propre bien-être. Puis je pense qu'on travaille très, très fort collectivement pour ralentir l'évolution de ce virus-là, puis qu'on a tous un rôle à jouer. Et Mmh. ça peut nous mobiliser aussi, de nous sortir de l'impuissance, de faire ce qu'on peut faire, donc de vraiment bien utiliser notre zone de contrôle. Puis ensuite de ça, ben, on a vu aussi qu'il y a beaucoup de mouvements, de solidarité qui se sont, créés au Québec, là, si on regarde juste au Québec, mais je suis certaine que c'est pareil dans les autres pays. Et ça, c'est très beau à voir, cette solidarité-là, les élans de générosité, Ouais. la bienveillance que les gens ont les uns envers les autres. Donc, même si on est en pleine période de crise et qu'il y a plein de choses dramatiques qui se passent, il y a aussi ces belles zones-là de choses positives qui témoignent vraiment, je pense, de notre humanité, puis ça fait ressortir ça. Et ça, c'est quelque chose de positif. Donc de reconnaître ce positif-là, ça n'enlève pas, l'aspect dramatique de ce qu'on vit, mais ça permet peut-être de porter notre regard et notre focus et notre énergie sur ce qui est positif. Donc, vraiment dans un positivisme plus réaliste pour se sortir de l'impuissance et de ne pas se laisser, accabler, tout ça. Donc vraiment, être dans le bien-être, et la gratitude. Puis j'encourage vraiment tout le monde à nourrir aussi ce avec quoi ils veulent, à choisir plutôt ce avec quoi ils veulent se nourrir, psychiquement parlant. Donc de choisir les musiques qu'on écoute, de choisir ce qu'on mange, de choisir ce qu'on lit, de choisir les gens avec qui on va parler pour vraiment que ça soit quelque chose qui est positif, quelque chose qu'on choisit,
de garder là, pour nous. Mmh. Heu, Peut-être privilégier les choses qui nous inspirent, qui nous font rire, qui nous font réfléchir, qui nous amènent à grandir, puis c'est un peu comme ça qu'on traverse finalement des des contextes comme celui-là. J'ai envie de vous laisser avec une citation que j'aime beaucoup de Maya Angelou, qui est une grande écrivaine afro-américaine et qui dit: «Si vous n'aimez pas quelque chose, changez-le et si vous ne pouvez pas le changer, eh bien changez votre attitude». Ah, merci, docteur Lemelin pour cette citation, puis merci beaucoup pour, votre présence, de cet épisode de Art de Plaisir. repos. Écoutez, j'en profite pour dire aux gens qu'ils peuvent aller consulter votre page Facebook peut-être? Est-ce qu'il y a une adresse Oui. précise ou c'est juste, docteur Geneviève Lemelin? Oui, c'est vraiment mon nom, donc docteur Geneviève Lemelin, psychologue, page Facebook, donc je mets des choses, régulièrement. J'essaie d'en mettre à chaque semaine, juste pour transmettre un peu de bienveillance et de réconfort. Excellent, excellent. Puis, j'en profite également pour remercier tous ceux qui sont à l'écoute. J'espère que vous ressortez de notre ère de repos avec un peu plus de quiétude et de sérénité. N'hésitez pas à partager cet épisode à des gens qui vous croyez pourraient en bénéficier. Si vous avez aussi des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à aller me les envoyer sur la page Facebook, Instagram, YouTube de la balado. Alors, comme docteur Lemelin nous le disait, courage tout le monde. Rappelez-vous que nous sommes ensemble dans cette situation et si le besoin se fait sentir, vous êtes toujours bienvenus à venir prendre une pause dans cette heure de repos.